Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam convoque le Conseil des ministres à une réunion jeudi. Le gouvernement ne s'était plus réuni depuis 2 semaines suite à une décision du Premier ministre. En cause, les divergences entre les partis politiques qui paralysent le travail du cabinet depuis plusieurs mois. Deuxième jour de l'offensive pour libérer Tikrit. Les forces irakiennes attaquent le groupe État islamique sur 3 fronts. 30 000 hommes sont déployés pour la plus grande bataille lancée contre les djihadistes. Benyamin Netanyahou devant le Congrès américain, une épine dans le pied de Barack Obama qui défend un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le Premier ministre israélien ne cache pas son désaccord. Et à suivre également dans ce journal, des milliers de Russes rendent un dernier hommage à l'opposant Boris Nemtsov. Mais Moscou n'a pas ouvert ses portes à tous ceux qui souhaitaient se rendre aux obsèques. Certains responsables européens ont été empêchés de faire le déplacement. Mais avant de développer ces titres, la grippe aviaire est-elle de retour au Liban? Des tests ont confirmé la présence d'un cas de grippe aviaire au Raqqa, au nord Liban. Il s'agit de Layal Rassan El Ali, une femme enceinte à son 6e mois de grossesse. Mère de 2 enfants, la malade a été admise à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités médicales se sont rapidement mobilisées pour éviter toute propagation du virus dans cette région du pays, l'une des plus pauvres, marquée par l'arrivée massive de réfugiés syriens et où les conditions sanitaires sont épouvantables. La population locale appelle le ministère de la Santé à mettre en œuvre un plan d'investissement hospitalier dans la région où les services sociaux et de santé sont quasi inexistants. Par ailleurs, sachez qu'au moins 5 cas d'infection humaine par les virus de la grippe porcine ont été enregistrés hier à Tyr, au sud Liban. Aucun décès n'a pour l'heure été signalé. Les tractations politiques en vue de la reprise de l'activité gouvernementale ont porté leurs fruits. Le Premier ministre a convoqué le Conseil des ministres à une réunion jeudi. Dans un communiqué, Tamam Salam justifie ce volte-face par la nécessité d'accorder la priorité au fonctionnement des rouages de l'État dans une atmosphère de consensus, loin des blocages. Le Premier ministre évoque aussi ses responsabilités nationales. Dans des déclarations à l'occasion d'un forum au Grand Sérail, Salam a redit sa confiance au gouvernement d'intérêt national en dépit des nombreux problèmes auxquels l'exécutif fait face, soulignant au passage la détermination du cabinet à assumer ses responsabilités et à faire face aux défis actuels de la région. Le gouvernement ne s'était plus réuni depuis 2 semaines suite à une décision du chef de l'exécutif. En cause, les divergences entre les partis politiques qui paralysaient le travail du cabinet depuis plusieurs mois. De nombreux projets ont en effet été suspendus en raison du veto de certains ministres. On connaît désormais l'identité du soldat tué ce matin, peu avant l'aube, à Phanin, au Liban Nord. Il s'agit de Mohamed Hussein Chabke, 32 ans, originaire de Tripoli. Le militaire est mort lors d'un échange de tirs avec un individu recherché par la justice. Le fugitif Abdelrahman Ahmed Tamer a également été tué. En octobre dernier, la troupe a affronté des djihadistes lors de violents combats dans cette localité au nord de Tripoli. Plusieurs individus avaient été arrêtés par les forces de l'ordre pour avoir pris part au combat. Ils ont fui l'enfer et la persécution pour se réfugier au Liban. 17 ressortissants syriens de confession assyrienne ont été admis en territoire libanais. L'organisation État islamique a kidnappé la semaine dernière dans la province de Hasakeh, frontalière de la Turquie et de l'Irak, plus de 200 membres de cette communauté. Une communauté qui compte parmi les plus anciennes converties au christianisme. Une vingtaine d'Assyriens ont depuis été libérés. Le sort des autres demeure à ce jour incertain. Ce matin, le chef du courant patriotique libre Michel Aoun a condamné les exactions des djihadistes envers les chrétiens d'Orient, appelant le Liban et le monde à les soutenir. Au 2e jour d'une offensive massive contre les djihadistes du groupe État islamique, l'armée irakienne doit éviter les snipers et les engins explosifs disposés sur la zone. Les forces gouvernementales ont lancé une grande attaque pour libérer Tikrit. Leur objectif, encercler les djihadistes et donner l'assaut. Mais les islamistes utiliseraient les civils comme boucliers humains. Ils sont pris au siège depuis 9 mois. Reprendre Tikrit, c'est un tremplin pour libérer Mossoul, 2e ville du pays. Il s'agit de la plus grande bataille depuis l'installation de Daesh. 30 000 hommes sont déployés. L'armée, la police, des unités antiterroristes, mais également des volontaires, principalement chiites, et des tribus sunnites hostiles aux djihadistes. Cette bataille est la plus massive lancée depuis leur installation en territoire irakien en juin 2014. Discours attendu de Benyamin Netanyahou au Congrès américain sur fond de tension avec la Maison-Blanche.
Le torchon brûle entre le chef du gouvernement israélien et le président américain sur fond de nucléaire iranien. Dans un discours donné hier à l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien de Washington, Netanyahou s'en est pris à l'administration Obama qui négocie avec Téhéran. Le dirigeant de l'État hébreu doit s'exprimer aujourd'hui au Congrès américain, contrôlé par les républicains. Un discours organisé directement avec le président de la Chambre des représentants, sans en informer la Maison-Blanche. Barack Obama exclut toute rencontre avec Netanyahou, mais pour lui, pas de lien de cause à effet. Explication du président, il a pour règle de ne pas recevoir quiconque 2 semaines avant une élection. Et justement, Américains et Iraniens ont repris leurs négociations sur le nucléaire. C'est à Montreux, en Suisse, au bord du lac Léman, que se poursuivent le marathon pour que le programme nucléaire controversé de Téhéran ne vise pas à la fabrication d'une bombe atomique. John Kerry et Mohammad Javad Zarif se sont entretenus ce mardi et doivent se revoir demain. Les 2 chefs de la diplomatie ont jusqu'à la date butoir du 31 mars pour parvenir à un accord, sans quoi la négociation pourrait s'arrêter là. Téhéran est appelé à arrêter son programme d'enrichissement d'uranium. En échange, il réclame la levée des sanctions financières et pétrolières qui frappent durement son économie. Dans un instant, nous ferons le point sur le cambriolage qui a eu lieu au château de Fontainebleau. Retour sur le plateau d'info du 1640. Ils sont venus par milliers rendre un dernier hommage à Boris Nemtsov. L'opposant russe a été assassiné vendredi soir sur un pont de la capitale russe, à quelques pas du Kremlin. L'enquête n'a toujours pas permis d'identifier les tueurs. Des anonymes et des personnalités sont venus s'incliner et déposer des fleurs, notamment la veuve de l'ancien président Boris Eltsine, dont Boris Nemtsov fut Premier ministre dans les années 90. Également présent l'ancien Premier ministre britannique, John Major, ou encore l'ambassadeur des États-Unis, mais pas de dignitaire de haut rang du pouvoir actuel russe, dont Nemtsov était l'un des plus virulents opposants. Des diplomates européens se sont en revanche vus refuser l'accès à la cérémonie en raison des sanctions infligées à Moscou. Autre absent, l'opposant russe Alexei Navalny, actuellement en détention et qui n'a pas obtenu l'autorisation de se rendre aux funérailles. Après la cérémonie officielle au centre Sakharov, Boris Nemtsov a été inhumé dans un cimetière moscovite. Le gouvernement français a récemment lancé une réforme de la représentation des musulmans et de la formation des imams en France. Et justement, le Premier ministre a effectué ce mardi un déplacement à Strasbourg consacré à l'islam de France. Après avoir rencontré les représentants de l'Université de Strasbourg qui forment les personnels religieux, Manuel Valls a indiqué que la seule réponse à la montée du populisme et du djihadisme doit être la République. Écoutez. Il ne faut pas se cacher les défis auxquels nous faisons face. La montée des populismes, la montée de l'extrême droite, en Europe et dans notre pays, s'alimente bien sûr aussi de la montée du djihadisme, du terrorisme et de l'islamisme radical. Au fond, ces 2 extrémismes se nourrissent l'un et l'autre et représentent un danger majeur pour notre démocratie, pour notre société et pour notre vivre ensemble. Je suis parfois étonné, indigné, sur le fait qu'on ne prenne pas suffisamment conscience dans notre pays. L'esprit du 11 janvier, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président de l'Université, ce n'était pas un esprit éthéré ou aujourd'hui délétère. C'était une immense exigence des Français pour que nous répondions enfin aux grandes questions qui se posent à notre société et qui ont été reposées avec encore plus de force après les événements que nous venons de connaître. Et la seule réponse, la seule, à ces 2 dangers qui se nourrissent l'un de l'autre, à ces 2 dangers pour la République, ce sont des dangers majeurs, majeurs. Et je voudrais que chaque citoyen en prenne véritablement conscience. La seule réponse, c'est la République. La seule réponse, c'est la laïcité. La seule réponse, c'est l'éducation, c'est l'université, c'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est la capacité de vivre ensemble. Nous devons y répondre. Sinon, notre projet, le projet national, ce qui fait que nous sommes français, ce qui fait que vous pouvez avoir ici 3 ministres qui incarnent aujourd'hui le gouvernement de la France et la République, aux origines différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons rencontrer des étudiants qui viennent de France, mais dont nos origines sont souvent du monde entier, et qui disent aimer la France, et qui veulent étudier ici, et qui veulent s'ouvrir au savoir. Sinon, ce projet
sera mise en cause. Vous êtes ici tous les acteurs de cette incroyable, de cette belle exigence. Et je sais que vous serez, je n'en doute pas un seul instant, à la hauteur des attentes que les Français placent en vous. La Grèce veut tenir ses promesses en matière de lutte contre la pauvreté. Le cabinet d'Alexis Tsipras a présenté un projet de loi pour mettre un terme à ce qu'Athènes qualifie de crise humanitaire après 6 ans de récession de 2008 à 2013. Le texte prévoit notamment de fournir de l'électricité à hauteur de 300 kW par mois, gratuitement aux foyers les plus démunis, et ce jusqu'à la fin de l'année. 30 000 personnes devraient par ailleurs bénéficier d'une aide au logement et 300 000 Grecs recevront des bons alimentaires. Coût global de ces mesures, selon le ministère des Finances, 200 millions d'euros, grâce notamment à des programmes européens. Les ressortissants grecs qui frôlent le seuil de pauvreté seront les bénéficiaires de ces mesures. Ils représentent 35,7% de la population. Direction le Chili, où la colère du volcan Villarrica ne cesse de monter et sa violente éruption inquiète les autorités. L'alerte est passée au rouge au cours de la nuit dernière car le Villarrica crache du feu et des cendres et menace Pucón qui se trouve à ses pieds. Plus de 3600 habitants de la ville dans le sud du Chili ont déjà été évacués. Le volcan, l'un des plus actifs du pays, est sous constante surveillance parce qu'il rejette quotidiennement des fumées et des cendres. Cette fois, les experts chiliens estiment que son activité sismique a augmenté rapidement et de manière considérable. Les cendres retombent actuellement sur un périmètre d'environ 3 km aux alentours. La présidente Michelle Bachelet a tenu une réunion d'urgence. Elle doit se rendre sur place près de Pucón dans la journée. Une quinzaine d'objets d'art asiatiques ont été dérobés dimanche au château de Fontainebleau. Les voleurs sont entrés vers 6 h du matin dans l'enceinte du musée, situé à 60 km de Paris, pour en repartir 7 minutes plus tard avec leur butin. Ils ont pris soin d'asperger les vitrines brisées avec un extincteur pour effacer leurs traces avant de prendre la fuite. Parmi les objets volés, une réplique de la couronne du roi de Siam offerte à Napoléon III en 1863, un mandala tibétain et une chimère chinoise du XVIIIe siècle en émail cloisonné du règne de Qianlong. C'est très violent, c'est très rapide, c'est très professionnel, donc la fenêtre a explosé, les vitrines ont été fracassées, voilà. Ils ont pulvérisé un extincteur pour effacer toute trace d'ADN en partant, donc c'est vrai que c'est un spectacle de désolation auquel les équipes du château ont été confrontées, et c'est une forme de traumatisme très grand pour les gens qui sont chargés de garder les collections extraordinaires de Fontainebleau et pour la conservation du château qui maintenant s'attelle à la restauration de ce lieu exceptionnel. Ce sont des œuvres qui n'ont pas de valeur, ou plus exactement qui sont inestimables, tout simplement parce que ce sont des œuvres originales, singulières, qui sont des cadeaux faits à Napoléon III et Eugénie par le roi de Siam en 1861, ou des objets qui proviennent de Chine et qui sont des objets extrêmement précieux. Donc jamais ils n'ont été estimés et on peut vraiment dire qu'ils sont inestimables. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam convoque le Conseil des ministres à une réunion jeudi. Le gouvernement ne s'était plus réuni depuis 2 semaines suite à une décision du Premier ministre. En cause, les divergences entre les partis politiques qui paralysent le travail du cabinet depuis plusieurs mois. Deuxième jour de l'offensive pour libérer Tikrit. Les forces irakiennes attaquent le groupe État islamique sur 3 fronts. 30 000 hommes sont déployés pour la plus grande bataille lancée contre les djihadistes. Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain, une épine dans le pied de Barack Obama qui défend un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le Premier ministre israélien ne cache pas son désaccord. Et puis des milliers de Russes rendent un dernier hommage à l'opposant Boris Nemtsov, mais Moscou n'a pas ouvert ses portes à tous ceux qui souhaitent se rendre aux obsèques. Certains responsables européens ont été empêchés de faire le déplacement. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à tous.